propose que vous interagissiez sur ce qui vient d'être dit et on passera ensuite à un questionnement sur voilà les diverses possibilités de poursuite au sein de l'Alliance. Mais là, vous avez deux experts, vous en privez pas. Moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur le modèle économique d'un tiers-lieu. Est-ce que c'est financé par les entreprises qui ont signé des accords de télétravail? Par qui c'est financé vraiment? Est-ce qu'il y a différents types de modèles économiques? Est-ce que c'est à la carte? Enfin, voilà, parce que... Quasiment un modèle économique par tiers-lieu, on pourrait dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a des... Par rapport aux différents acteurs qu'avait cité Karine tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui ont mené des travaux sur ce sujet, notamment les acteurs, quand le cluster Green and Connected Cities existait, il y a eu, parce que l'aventure s'est terminée et la structure n'existe plus, mais les acteurs qui participaient à un groupe de travail particulier sur les modèles économiques avaient commencé à plancher sur le PNL, donc vraiment le budget de fonctionnement d'un lieu, avec, en prenant des hypothèses de dimensionnement et de localisation, c'est-à-dire en ayant peut-être 5 ou 6 scénarios différents, suivant que le lieu était plutôt en rural, en périurbain ou en centre-ville, et suivant la taille aussi, qui est liée aussi à la localisation. Je me souviens qu'il y avait des bases de 2000 m² par exemple, ça c'était pour des grosses structures plutôt en périurbain, et puis l'espace coworking par exemple, c'est sûr que le business model va être complètement différent. Oui, c'est aussi un sujet qu'on a expérimenté et observé. Par exemple, les deux espaces de coworking qu'il y a à Grenoble, ce sont des initiatives privées, hein, donc ce sont soit des SARL, soit des couplages SARL associations, et après on est sur un... Alors, les entreprises contribuent, c'est-à-dire que le modèle économique, c'est les freelances, les salariés qui télétravaillent payent un abonnement pour fréquenter le lieu. Voilà. Les sources après de rentrée d'argent peuvent être un peu diversifiées, parce qu'en général, effectivement, ça ne suffit pas forcément, surtout au démarrage, pour équilibrer des budgets aussi importants qu'un lieu de 300 m², par exemple, sur Grenoble. Voilà, donc là, c'est des initiatives privées, c'est environ 100 000 € d'investissement. Et puis, effectivement, des modèles qui ne sont pas aujourd'hui complètement aboutis pour que ça fonctionne, quoi, voilà, pour que ça puisse rémunérer toutes les charges. Est-ce que la ville, la métro... Est-ce que la ville et la métro sont... Alors aujourd'hui, ils n'ont pas été partie prenante, ou en tout cas très actifs pour prendre part financièrement. On a eu une première subvention là cette année à Colline de la ville de Grenoble. C'est certain que, moi j'ai regardé un petit peu partout en France ce qui se passait, hein. Soit on est effectivement sur des projets aussi de déploiement assez importants, comme l'accord à Lyon qui a fait des levées de fonds et qui leur a permis de tenir pendant quelques années le temps de déployer, d'avoir un modèle économique qui se fait sur la multitude d'espaces et sur le savoir-faire et la mutualisation des gens. C'est-à-dire que nous on fait un site internet, on anime un réseau, on travaille sur un pôle d'experts. Enfin voilà, aujourd'hui, 2 ans et demi après, on sait comment faire rapidement un tiers-lieu qui tourne. et où sont les financeurs, et qui est-ce qu'il faut solliciter, au bout de combien de temps ça peut être bon, et du coup combien de mois d'avance il faut pour payer quelqu'un, parce qu'il faut des gens qui animent le réseau, il faut des entrepreneurs. Enfin, les gens, nous, viennent à Colline parce que c'est un lieu physique de travail, certes, mais ils y restent, ils y viennent parce que c'est un lieu agréable, convivial, designé, parce qu'il y a un certain nombre d'échanges entre entrepreneurs, entre télétravailleurs, qu'il y a des conférences qui sont animées, des ateliers, qu'on co-construit le lieu avec eux. Sinon, ça serait, les gens ne resteraient pas. Voilà, donc tout ça, c'est du coup aussi un savoir-faire. Et c'est 70 heures de travail par semaine, et du coup c'est 2 équivalents temps plein. Donc il faut pouvoir partir avec des grosses enveloppes financières pour tenir pendant 2 ou 3 ans le temps que le lieu ait trouvé son rythme de croisière et qu'on ait trouvé ses marques aussi en termes de recettes complémentaires possibles en fonction des différents modèles et des territoires. D'où le fait qu'effectivement, soit il faut des grands moyens, et du coup soit il faut des pluripartenaires et des financements publics et privés
Et la difficulté de la plupart des porteurs de projets aujourd'hui, et c'est pour ça que la plupart des porteurs de projets intéressés sur les différents territoires n'y sont pas allés, parce que ça ne leur permet pas d'en vivre, et du coup, c'est pas une entreprise, et c'est un temps plein de travail. Donc, enfin, voilà. C'est la difficulté aujourd'hui des tiers-lieux. Donc, après, il y a des villes comme Nantes, qui donnent de l'argent, effectivement, pendant les 2 ou 3 premières années, ou des appels à projets qu'il y a eu, justement, en Ile-de-France, avec des enveloppes de 100 000, 200 000 euros pour des personnes qui voulaient créer des tiers-lieux, justement, pour stimuler et lancer les actions, parce qu'on voit bien que sinon ça plafonne et ça décolle pas. Est-ce qu'il y a que des indépendants chez vous? Non, il y a des télétravailleurs aussi, des salariés, oui, on a des salariés aussi. Là, pour rebondir sur effectivement les différentes statistiques qu'on a pu évoquer, toi et moi, alors des chiffres qui se recoupent parfois bien ou parfois non. Quand on interroge les salariés sur ce qu'ils aimeraient télétravailler ou leur peur, effectivement, il y en a qui disent non, je ne voudrais pas parce que je ne veux pas être tout seul chez moi, et qui ont peur de perdre effectivement toute la richesse du collectif de travail, qui ont peur d'être isolés. Nous, on a beaucoup de télétravailleurs, de salariés, de salariés, mais qui étaient chez eux, qui pensaient que ça allait être bien, et qui se sont aperçus au bout de 6 mois, 1 an, qu'ils devenaient complètement dingues, et qui sont arrivés là en disant vous m'avez sauvé la vie. Non, mais donc entre ce qu'on dit avant et puis justement, ça tu l'as évoqué, les méconnaissances des bénéfices font qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne voudraient pas, parce qu'ils ne connaissent pas les solutions possibles, c'est-à-dire en termes de temps partagé et de ressources et de trouver un tiers-lieu. Alors, j'ai un peu été plus loin de votre question. Sur les expériences existantes aujourd'hui, à combien de temps en moyenne, à mon sens, parce que selon qu'on a de l'urbain ou rural, ça n'a certainement pas la même valeur, mais quel est le délai le temps de démarrage pendant lequel vous estimez nécessaire d'avoir des sources de financement multiples, notamment publiques? 2 ou 3 ans, à peu près. C'est les retours d'expérience qu'on a sur plein de projets en France. Travaux impressionnants. Je suis sûr que vous avez réfléchi, vous avez des éléments sur quelle serait l'implantation optimale d'un tiers-lieu. Avec premier objectif, sa réussite, c'est-à-dire sa réussite économique, si on veut assurer le survie, il y a une réussite économique en premier lieu. En deuxième lieu, l'impact qu'il peut avoir sur les bénéfices du territoire. Donc, par rapport à un territoire caractérisé par sa démographie, sa géographie, les structures de communication, etc., quels seraient les 3 premiers critères que vous définirez comme étant optimaux pour l'implantation d'un tiers-lieu? Ça fait peut-être partie des travaux à faire, n'est-ce pas? On ne peut pas le dire. Donc pour choisir finalement entre différents territoires, lequel est le plus... Dans un territoire, quel serait l'endroit idéal? Est-ce qu'il faut que ce soit là où il y a des habitants, un endroit qu'on peut atteindre où on peut se garer, près d'une gare, pas trop loin du lieu de travail, etc. Tout ça. Oui, forcément, évidemment, et en plus ça varie d'un territoire à l'autre. Mais voilà, vous y avez réfléchi, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vrai que c'est une problématique assez complexe qui dépend beaucoup de la nature du territoire aussi, de sa géographie. Tout à l'heure, je disais, par exemple, l'analyse qu'a fait Mulhouse ne donnerait pas les mêmes résultats et ne serait pas aussi pertinente s'il l'avait faite telle quelle sur Strasbourg. Donc, ils ont adapté leur analyse à, je dirais, la spécificité du territoire, quoi. C'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre. Enfin, ça peut être soit un endroit où il y a effectivement beaucoup d'habitants qui partent du territoire et qui seraient dans le potentiel de télétravailleurs, plus effectivement on voit qu'il y a un nombre assez important d'indépendants, de TPE qui pourraient être intéressés par ce lieu, soit effectivement c'est un endroit de jonction, de connexion, de transport où il y a peut-être plusieurs petits villages ou communautés qui transitent par là, et du coup là on peut imaginer, puisque c'est facilement accessible, pas encombré en termes de circulation, si c'est à 5-10 minutes de toutes les habitations, ça sera peut-être là qu'il faudra le mettre. Mais voilà, donc les deux sont vrais.
On ne s'était pas mis d'accord pour poser cette question. Derrière, tu vas voir que je pose pour le futur à peu près les mêmes. Il y a en effet plus, moi à ma connaissance, mais je suis quelqu'un qui écoute ce qu'ils font depuis 4 ans, je n'ai pas l'impression que ce soit fait. Une des réponses, et justement, est-ce que la UEG peut continuer à aider en ce sens-là? Il y a une des réponses qui est quand même à prendre, parmi plein de réponses, c'est le Conseil général de l'Isère a décidé de mettre 100 millions d'euros en 7 ans, ou en 14 ans, s'il y a des gens qui freinent, sur la création de lignes à haut débit en divers endroits. Il est clair qu'ils ne vont pas, en claquant les doigts, construire toutes les lignes à haut débit. Un des problèmes évidents qu'ils auront à se poser, c'est quelles sont les lignes qu'on construit en premier. Alors la facilité sera, les gens vont dire, là, si vous en rajoutez 5 km, ça ne coûte pas cher, hein, on risque d'aller dans ce sens. Mais on est déjà sûr avoir des lignes à haut débit, c'est un élément important. Donc, en regardant les projections futures, on voit où on pourrait, par le raisonnement, dire il faudrait peut-être mieux commencer par là ou là, parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Bien sûr, ce n'est pas nous qui prendrons les décisions, mais une réflexion de partenaires qui ne sont pas forcément dans le cercle actuel de ceux qui réfléchissent à cela peut être intéressante. C'est qu'un des éléments. Moi, juste par rapport à cette question, j'ai envie de rajouter, c'est à chaque fois l'objet d'un projet, quoi. On le voit par exemple, notre ami de Vaux qui mène le projet sur le Vercors. Un des livrables du projet, c'est effectivement de proposer un maillage et quelques lieux qui pourraient être transformés ou créés sous forme de tiers-lieux, quoi. Et comme Karine l'a montré tout à l'heure, il y a des appels à projets qui fleurissent un peu partout en France pour mener ce type d'études. Le dernier que tu as cité, qui est en Haute-Normandie, voilà, le dépôt, si vous voulez répondre, le dépôt est le 13 avril. Voilà, il faut donner des réponses et proposer un projet pour finalement un maillage sur la Haute-Normandie. Donc on ne peut pas faire l'économie d'une analyse particulière sur chaque territoire, quoi. Et c'est couplé à d'autres étapes qui sont nécessaires, c'est-à-dire se dire où est-ce qu'on pourrait en implanter, c'est effectivement un premier point, c'est un point de départ important, de choisir l'endroit, un bon endroit, où effectivement il va y avoir soit du transit, soit suffisamment de futurs utilisateurs. Et après, effectivement, il va falloir aussi faire ce travail de créer un embryon et de créer la communauté des futurs utilisateurs. Puisque finalement, là on le voit sur le retour qu'on commence à avoir déjà aussi sur le Vercors, il ne suffit pas de se dire que là c'est nécessaire d'avoir un tiers-lieu qui a beaucoup de potentiel. Si on n'a pas accompagné, fait ce travail de sensibilisation autour du télétravail, parce qu'aujourd'hui le potentiel existe, mais que les usages ne sont pas là, on n'aura pas assez de monde dans un tiers-lieu et du coup il ne sera pas économiquement viable. Et que les indépendants constituent une partie non négligeable des lieux, mais pas l'essentiel, et surtout pas sur ces lieux un peu reculés, où l'idée c'est justement, on est moins en zone urbaine, donc on a moins de freelance, on a moins de densité de population, par contre on a beaucoup plus de télétravailleurs potentiels, et là les usages ne sont pas encore complètement... voilà. Donc du coup il y a ce travail combinatoire de sensibiliser, accompagner, et créer effectivement des lieux, une fois que ça c'est prêt, mais il faut que le lieu soit prêt au bon moment aussi. Enfin voilà, donc il y a toute cette difficulté-là, et de fédérer en tout cas ce réseau de gens, y compris les indépendants. Et là, tout le travail sur le Vercors, ça a été de passer du cran, oui, c'est une opportunité, hein, c'est opportun, à où sont les gens qui voudront bien, et si je ne les mets pas dans le projet, ils ne viennent pas dans le tiers-lieu. Et du coup, ça a été de trouver aussi justement les gens sur qui s'appuyer, avec qui faire. Si je vois nous, le modèle qu'on a appliqué pour créer Colis, on s'est dit, ok, dans Grenoble, ça paraît être un bon territoire et un bon endroit d'implantation. Après, il faut quand même encore bien choisir le bon endroit dans Grenoble. Et après, on a été effectivement travailler sur, aujourd'hui, vous êtes qui, vous travaillez comment, vous êtes indépendant, vous avez besoin de quoi, quelles sont vos façons de travailler, est-ce qu'il vous manque un lieu où partager, où échanger, un lieu professionnel, etc. Et puis les salariés, et du coup, créer cet embryon de gens avec qui on a... qui nous ont suivis pendant le projet et qui étaient là au démarrage. Et aujourd'hui, le lieu il continue à vivre et à se déployer.
en co-construction avec ces gens-là. Et c'est aussi la dynamique du travailler autrement et du tiers-lieu, pour que ça ne devienne pas un lieu sans âme et qui se vide et qui ne marche pas. C'est ce qui a pu être le cas aussi un peu sur le projet du télespace. Les gens ne viennent pas chercher uniquement un lieu de travail. Moi, cet après-midi, j'animais un atelier de co-développement avec justement une freelance qui travaille dans la com et qui est sur Tess et qui vient à Colline parce qu'il n'y a pas d'autres tiers-lieux ailleurs, dans cette dynamique-là de croiser des gens et d'imaginer et de faire des projets avec eux. Elle me dit, moi, je ne cherche pas qu'un lieu de travail, quoi. Et s'il n'y avait pas toute cette dynamique entrepreneuriale, ce côté échange, etc., ça ne l'intéresserait pas de venir. Et du coup, c'est vrai qu'un lieu connecté avec 3 bureaux, c'est pas un tiers-lieu, ça ne vit pas et ça ne se développe pas et ça ne contribue pas effectivement à l'économie locale. Voilà. L'initiative du Vercors est portée par qui ? Alors en fait, l'initiative du Vercors, c'est grâce à l'AUEG notamment, et pas que. Mais en fait, lors de la table ronde organisée par l'AUEG sur les tiers-lieux d'activité et l'attractivité du territoire, j'avais présenté lors de cette table ronde une étude expérimentation qui avait eu lieu dans le Massif central, où justement ils avaient déployé, à l'aide d'un certain nombre de partenaires, privés et publics, menés par un cabinet d'études, justement une action d'expérimentation où ils avaient trouvé des entreprises, fait un maillage territorial, ouvert 7 télécentres, en même temps que mener justement une dynamique active avec des entreprises qui ont dit ok, nous on joue le jeu, on expérimente, chaque entreprise 5% de ses salariés en télétravail, etc. Et donc ils ont fait ce maillage territorial, créé des lieux, trouvé des télétravailleurs et donc j'avais présenté cette étude, les résultats et puis ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas du tout fonctionné et ce qui préconisait justement sur un travail un peu similaire sur d'autres régions. Et il y avait des chargés de mission du Vercors qui étaient là et qui avaient trouvé intéressante cette étude et qui étaient venus me voir à Colline pour en discuter, savoir à quoi ça servait un tiers-lieu, qu'est-ce que c'était, comment on pouvait en créer un et comment ça pouvait être intéressant pour leur territoire. Et suite à ça, j'avais animé une matinée de rencontre avec tous les élus du Vercors, enfin il y en avait au moins une quinzaine, et des chargés de mission du CDDRA, au niveau de la région Rhône-Alpes, donc les contrats de développement durable. Et donc voilà, je leur avais expliqué effectivement en quoi ça pouvait être intéressant et comment ça marchait. Et suite à ça, ils ont rédigé un appel à projet pour commander une étude d'opportunité. Donc en fait, sur les propositions que je leur ai faites, une étude pour justement valider l'opportunité sur le territoire, valider l'opportunité certes, mais la faisabilité, c'est-à-dire ok, financièrement ça va tenir comment et quel modèle économique on va pouvoir trouver, et du coup accompagner aussi à la mise en œuvre, à la maîtrise d'ouvrage, à la création de lieux avec la méthodologie pour pouvoir justement s'appuyer sur ce qu'on sait déjà faire. Voilà, donc comment s'est passé le truc. Donc c'est la communauté de communes du Vercors, la CCMV, qui a lancé cet appel à projet suite à la rencontre qu'on a eue suite à la table ronde, et qui a donc mandaté un cabinet de conseil pour faire cette étude. Normandie a suivi la même logique. Voilà, alors c'est la région, ouais, ils ont mis 90 000 € sur la table pour dire voilà comment on se fait accompagner pour les placer au bon endroit, les monter avec des modèles qu'on connaît, qu'on sait qui marchent, et trouver les financeurs et les modèles économiques, animer les communautés et pas refaire à chaque fois le truc alors qu'aujourd'hui il y a des gens qui savent faire. Quoi. Et quand vous évoquez le Grésivaudan, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Grésivaudan là, vous l'avez évoqué 2 fois déjà. Il y a Bertrand. Il y a des gens du Grésivaudan qui se sont intéressés au sujet, qui ont fait partie, qu'on a rencontré à Colline aussi, qui ont fait partie de rencontres avec la UEG et du travail du réseau des conseils de développement, qui a étudié la question des tiers-lieux pendant 1 an. Et voilà, moi j'avais rencontré des élus avant toi, Christian, Bertrand. Le Grésivaudan s'intéresse à la question du tiers-lieu. Un micro pour... Juste 2 mots. Donc, on était parti aussi de l'expérience du Vercors, ça nous a fait réfléchir. Et actuellement, on est en train de réaliser un cahier des charges pour, d'une part, lancer l'étude d'opportunité, mais d'autre part, être aussi, comment dirais-je, observer ce qui pourrait se faire en dehors de notre prospection, j'allais dire.
et essayer de travailler en même temps sur une expérimentation de volontaires et en même temps lancer le cahier des charges et travailler parallèlement avec les deux. On estime que de partir avec des volontaires sur un site précis pourrait être en synergie avec la réflexion plus globale sur le territoire. Donc le cahier des charges, en principe, alors nous aussi c'est un cahier des charges qui est élaboré dans le cadre du CDDRA, donc du Crésivaudan, et il devrait normalement passer au comité de pilotage au mois de mai, je pense. Donc c'est bien avancé. C'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, on verra. Alors, on s'est aussi posé plein de questions. Vous avez posé la question, je crois, du modèle économique. C'est une question que nous nous sommes posées. Et ce que je vais dire maintenant est une opinion tout à fait personnelle. Je pense personnellement que, concernant le modèle économique, pour un territoire comme le Crésivaudan, parce que le Crésivaudan, je dirais, il y a deux territoires, il y a le nord et le sud, on n'a pas tout à fait la même structure urbaine dans sur les deux parties du territoire. Et sur une partie du territoire, j'allais dire un peu plus rural vers le nord, pour l'existence d'un tiers-lieu, je pense qu'il ne peut pas exister sans le soutien des financements publics et de la présence d'une collectivité locale. Je pense que ce n'est pas possible. Ce que Karine a pu faire à Colline, c'est peut-être possible pour nous, à Montbonneau, la proximité de la métropole, mais pas quand on va plus loin sur le territoire, c'est un territoire moins dense. Bonsoir. Moi, je représente un projet de tiers-lieu qui est en train de se développer en Chartreuse. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a peut-être un an de ça, ici même, que ce qu'on voulait créer, c'était un tiers-lieu. Ça fait un an que c'était un tiers-lieu. Donc, ce sera un petit tiers-lieu. Et nous, la problématique, finalement, c'est d'avoir en face de nous un conseil municipal qui n'est pas sensibilisé à ce genre de choses-là. Donc, on trouve du soutien autour, pas mal même, mais on a voilà, des gens en face qui nous regardent en disant « mais c'est quoi cette drôle d'idée ?» Et bon, on pourrait passer outre, sauf que là actuellement, donc dans les projets d'implantation, il y aurait le lieu qui se profile, qui serait le plus adapté, est un bâtiment communal. Donc là, pour le coup, il faut absolument qu'on arrive à convaincre ces élus. Et donc, je voulais savoir si vous avez eu une telle expérience et qu'est-ce qui permet de vraiment présenter la chose d'une manière qui soit peut-être plus entendable ou plus convaincante pour un conseil municipal. On doit habiter dans le même village parce qu'on a exactement la même problématique. Je crois que c'est une problématique malheureusement assez généralisée, bien que les choses évoluent, que le sujet se vulgarise, se démocratise. En tout cas, moi, si je m'appuie sur à la fois mon expérience et puis sur ce que je peux voir en fréquentant du coup les cercles divers et variés en lien avec le sujet ou les élus, c'est un peu un travail de longue haleine. Enfin, c'est qu'il faut effectivement trouver les bons arguments et puis c'est un travail un peu de fond, de revenir sur le sujet et de trouver effectivement les arguments percutants par rapport à ça, quoi. Qu'est-ce que ça peut apporter à la commune, en quoi effectivement c'est aujourd'hui, ça répond à des enjeux nouveaux par rapport aux évolutions, le travail, les déplacements. Alors c'est sûr que sur une petite commune, voilà, mais c'est la question de l'attractivité. Après, proportionnellement, en fonction de la taille du lieu, c'est aussi de dire, oui, c'est un projet qui va permettre aux gens de rester plus dans le village. Après, je ne connais pas exactement votre projet et ses caractéristiques, mais ouais. Voilà, c'est essayer de remonter au créneau. Bon, on peut éventuellement aussi vous proposer des outils qui permettent d'aider un peu à la sensibilisation et à la conviction auprès de ces personnes, quoi. Donc c'est vrai que le projet que j'ai évoqué tout à l'heure, moi j'ai finalement j'ai une sorte de moulinette qui prend en entrée l'ensemble des données démographiques INSEE de l'ensemble des communes de France. Et donc, quelque part, je rentre à un endroit, le code EPCI de la commune, et tac, ça me donne
tout à l'heure c'était des exemples hein, sur ces différents chiffres en termes de déplacement, etc. Mais ça peut permettre de donner du corps et de donner des ordres de grandeur. Et c'est un support aussi pour ensuite aller présenter ces approches aux élus et aux personnes qui peuvent prendre des décisions. Parce que, enfin, je ne sais pas si c'est le SAPES, c'est ça, la commune. Parce qu'après, là aussi, justement, il y a une logique avec des jeux, enfin, je ne sais pas comment vous avez, pour l'instant, évalué le potentiel, etc. Mais on a mené une enquête, en fait. Mais il y a, en allant aussi en amont et au-delà de la commune, sur les personnes qui passent par le SAPE pour venir sur Grenoble, en venant de Saint-Hugues ou de... Enfin, y compris aussi des gens qui sont salariés, qui éventuellement pourraient, ou c'est plutôt que des indépendants? Pour l'instant, c'est des indépendants et il reste tout le potentiel des gens qui pourraient télétravailler. Et puis on sait qu'il y en a, enfin dans l'enquête qu'on a menée, il y a un certain nombre de personnes qui disent être intéressées. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances de la part des élus qui peuvent des fois connaître le sujet, hein, ils connaissent les coworking, etc. Mais il y a une croyance que ça ne fonctionne pas, ou que c'est pas adapté ici, ou que voilà, enfin bref, donc il faut effectivement leur ça, qu'il y a un modèle. Du coup, nous, ces élèves, ils étaient venus pour voir concrètement, c'était bien, ça marchait. Oui, Philippe Blanchet, architecte, assassiné, donc je vais témoigner un peu d'une démarche un peu particulière, classée dans les démarches informelles. J'ai vu que l'expression événement existait toujours. Alors moi j'essaie de réutiliser mon site qui était mon cabinet d'architecte pour en faire un lieu de créativité et donc j'ai essayé, à une certaine époque, d'accueillir des télétravailleurs et de les faire travailler en harmonie. Et puis je me suis dit, mais en fait en France on manque d'emplois. En fait c'est ça. Quand on a les emplois, il faut les faire localiser. Quand on n'en a pas, il faudrait essayer de les susciter. D'où cette idée de formation liée au développement. Et puis, bon, ça c'est un peu la démarche de l'architecte, c'est de trouver des liens entre l'architecture, et là actuellement, bon, j'en ai un qui se dessine, un lien entre l'architecture et l'agriculture. Sachant que dans l'agriculture, c'est un domaine qui se développe, qui innove, hein, puisqu'on parle d'agriculture urbaine maintenant. Et là, il y a un potentiel, il y a un gisement de futurs emplois. Donc la démarche, là, c'est créer en fait une école, une formation pour sensibiliser donc, à ces nouvelles techniques, former des gens, et puis par-delà, on pourra éventuellement espérer créer des emplois. Et là, bon, il se trouve que ce qui est important aussi, c'est l'emplacement, mais aussi la synergie entre les gens. C'est vrai que dans notre commune, cette synergie entre les élus, il se trouve que là, moi j'étais longtemps conseil de la ville. Actuellement, il y a l'agenda Bacquin. Et les gens sont très motivés, les citoyens sont très motivés pour s'intéresser à la commune, à son développement, à sa qualité de vie et tout. Et à travers l'agriculture, c'est un des fils conducteurs. Il y a un parc, etc. Donc il y a vraiment une motivation des citoyens. Je pense que des lieux où on développe des idées, etc., peuvent être des tremplins pour développer. Alors on peut appeler ça un tiers-lieu, mais je pense qu'il y a une démarche un peu différente, spécifique, en fonction du lieu, des concepts qu'on développe, des nouvelles formations, etc., qui peuvent amener à être un modèle un peu de développement de tiers-lieu à travers des idées nouvelles, des technologies, etc. Voilà. Alors bon, je ne sais pas ce que la suite donnera, mais bon. Donc pour tout le monde, c'est assez ciné hein, que ce lieu se trouve. Bonjour, je suis moi un représentant du GAG vis-à-vis de la SNCF et du Conseil régional. On a un SCOT, a priori, qui favorise le regroupement des habitations, le développement des villes au détriment de la campagne.
est-ce que vous n'allez pas un petit peu à l'encontre de cette idée générale, c'est-à-dire de de redynamiser les campagnes? Et une question subsidiaire qui est, on dépense énormément de sous pour essayer de suivre l'évolution, l'augmentation de la fréquentation des chemins de fer, on dépense énormément. Est-ce que le fait, de manière globale, de favoriser les tiers-lieux ne va pas inciter une diminution, donc vous parlez d'automobile, mais une diminution du train qui aurait pu éviter des investissements faramineux? Alors, je pense que les proportions d'usagers que ça concerne ne risquent pas pour l'instant de mettre à mal la SNCF. Après, je comprends effectivement votre question. Il me semble que les deux sont, conciliables. Enfin, d'un côté, on a effectivement des injonctions à être plutôt sur la densification urbaine pour éviter justement les déplacements et les éloignements des centres urbains. D'un autre côté, on a ce qui existe déjà, c'est-à-dire un certain nombre de communes qui ont été, déjà à usage d'habitation et qui sont comme telles. Donc là, l'idée, c'est de faire avec ce qui est. Ça n'empêche pas d'inciter à ce qu'effectivement les gens soient au plus près de leur activité et que ces gens habitent là. Mais pour ceux qui habitent loin, comment aujourd'hui, justement, l'idée c'est le contraire, c'est de proposer d'avoir son lieu de travail près de chez soi alors qu'on ne l'avait pas. Et non pas de partir du centre-ville pour aller s'éloigner de la campagne. Je ne sais pas si c'était votre question, mais voilà. Puisque ça... C'est pris en compte. Et nous, on essaye de prendre le train au maximum. Je vais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Karine, pour vous répondre, je pense qu'il y a une dimension concernant ces lieux qu'on n'a peut-être pas abordée, ou c'était le moment où j'ai fait ma sieste, ou mon excuse. Oui, j'ai vu à un moment donné que tu n'étais pas très attentif. Voilà, je me suis dit que tu avais repéré. Donc, ceci étant dit, il y a quand même, et Karine pourrait en témoigner, une dimension de sociabilité et d'échange aussi au niveau de ces tiers-lieux. Et je pense que les tiers-lieux dans les milieux ruraux peuvent également répondre à cette dimension-là. Il n'y a pas que l'économie, c'est-à-dire le télétravail, les transports. Moi, je vois par exemple, chez nous, au niveau de Crécy-Vaudan, on a notre point d'entrée, c'est l'économie. C'est porté par la direction de l'économie. Mais c'est aussi porté par la direction des transports. Alors quand on discute avec les gens du Vercors, l'orientation est plus économique que le transport déplacement. Donc je pense que ces tiers-lieux sont à géométrie variable, mais il est souhaitable que tous ces tiers-lieux prennent une dimension humaine, sociale, importante, et je pense que tu peux témoigner, c'est ce qui se passe dans ton lieu. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui échangent, il y a des liens qui se créent, et c'est cette synergie-là, ce travail en commun et ce partage. Et ce partage peut aussi, l'idée qu'on a pour la suite, par exemple dans le Crécy-Vaudan, c'est d'aller aussi vers notre réseau de bibliothèques, pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut développer. D'ailleurs, on a visité un lieu ici à Grenoble, ce qui est un lieu numérique et dans une bibliothèque où éventuellement des travailleurs indépendants peuvent déjà aller. Hein. Donc c'est multiforme, vous voyez, et je pense que ça ne va pas à l'encontre de ce que vous pensez par rapport aux orientations du SCOT.